Nous accueillons Joël maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir Olivier. En effet, je ne connaissais pas du tout ce groupe-là dont vous venez de parler. Ça m'a l'air excellent. Est-ce que vous pouvez me le redire? Alors il s'appelle Walter Astral. Ouais. Bientôt ils vont faire la salle du Trabendo dans quelques semaines. Je ne sais pas si vous êtes sur Paris, mais ça vaut Non, je suis vraiment à le coup. Avignon. Je suis à Avignon. Bah, de toute façon, vous les verrez puisque Ouais. c'est un groupe qui tourne un peu partout en France et qui va passer de toute façon à Avignon. D'accord. D'accord. Ouais, ouais, d'accord. Walter Astral. C'est Walter facile à Astra, ouais, retenir. ouais, mais j'adore ce genre de French Touch, ouais, c'est tout à fait dans mes goûts musicaux. Voilà, Ah bah, super. on a déjà échangé sur la musique ensemble de toute manière, voilà. Et oui, en aparté, je voulais vous dire juste avant, c'est le hasard de la soirée, c'est que ce jeune qui vient de s'exprimer, bah, ça m'a renvoyé à quelque chose de très personnel au niveau de ma vie, puisque moi j'ai dû me prendre en charge justement à l'âge de 16 ans. Et donc quand j'ai entendu ce jeune parler, qui s'exprime d'ailleurs très très bien, je pense que je n'avais même pas du tout cette maturité qu'il avait là ce soir à 18 ans, comme vous disiez, on n'est même pas modelé ni rien. Et franchement, j'espère sincèrement qu'il réussira à trouver les clés pour avancer. Ça va pas être simple, c'est sûr, mais quand on se retrouve comme ça à son âge, ouais, sans repères familiaux, sans personne. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été un long chemin très compliqué et qui, bah, de toute façon, ça reste en nous. Je pense que ça reste en nous toute sa vie et qu'après, ben, c'est pas évident à ressortir de tout ça. Mais il m'a semblé que c'était quelqu'un qui m'a paru positif et je lui souhaite vraiment de tout cœur de trouver des solutions pour continuer son parcours de vie. Voilà. Bon, mais le passage de Brahim sur l'antenne d'Europe 1 a provoqué quand même certaines réactions 739-21, dont celui de Martine qui nous a écrit que nous allons mettre en relation avec Brahim, parce que Martine va lui donner quelques, quelques conseils. Donc, Mhm. et puis il y a d'autres textos qui sont tombés pour lui. Donc on va le lui communiquer, bien évidemment. Et merci Martine pour vos SMS que nous allons transmettre à Brahim. Joël, vous Voilà. m'appelez d'où, vous? Alors moi je vous appelle d'Avignon, on s'est déjà parlé Ah oui, d'Avignon, c'est vrai. on s'est déjà parlé deux fois. La première fois c'était ma petite histoire judiciaire pour des mots Oui, ah déplacés. oui, je me Et souviens. ensuite nous avions échangé sur le Népal, sur ce fameux trek du Népal, Oui. où j'ai reçu énormément de retours. Apparemment j'ai fait rêver plein de gens. C'est super, voilà, c'est le but aussi, je pense aussi de cette émission, même si la vie n'est pas facile, si on a tous des hauts et des bas, c'est bien aussi parfois De rêver. de rêver, de se dire que il peut y avoir quand même des moments qui sont tellement beaux, tellement qui annihilent entre guillemets tout ce qu'on a pu avoir de négatif ou de difficile dans notre vie, voilà. Et j'avais terminé en vous disant que j'avais espéré justement retourner au Népal pour refaire un autre trek. Malheureusement, j'ai pas pu y aller puisque je me suis retrouvé à effectuer de gros soins dentaires et je pense que la santé est primordiale. Donc j'ai préféré me faire mes soins dentaires. Et comme j'avais un petit peu envie de partir et tout, en regardant sur Ryanair, j'ai trouvé un vol à 45 euros pour la Jordanie. Et je suis donc parti en Jordanie. Et donc, j'y étais allé une première fois en 95, hein, il y a 28 ans. Et du coup, en retournant en Jordanie, je me suis mis à repenser à mon expérience par rapport à Israël. Voilà. Donc, je sais très bien que c'est un sujet compliqué. Je n'entends pas lever des polémiques ou être dans un discours, on va dire extrémiste ou quoi que ce soit. Non, je veux juste raconter une expérience personnelle par rapport à ce que moi j'ai vécu en Israël. Si vous êtes d'accord sur le sujet. Complètement. Je Voilà. suis tout oui. D'accord, ok. Alors je vous explique, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que ça date depuis un moment. Voilà, je vivais à Londres en 90.
Et j'en avais un peu marre, j'avais envie de changer de vie, de faire autre chose. Et puis, j'avais pas trop encore voyagé à l'époque, à part l'Europe. Et je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je suis passé par une agence juive pour partir en Israël dans le but d'aller travailler dans ce pays, d'avoir une expérience de plusieurs mois. Et moi, j'y connaissais pas grand-chose. Mon idée c'était que c'était un petit pays entouré d'ennemis agressifs. Et donc, entre guillemets, j'allais faire un acte de soutien, d'aller travailler, passer quelques mois, vivre avec les gens dans ce pays. Donc, je suis arrivé à Tel Aviv et je suis allé à l'agence à laquelle j'avais souscrit. Et donc, ils proposaient d'aller travailler dans des moshav. Alors, le ou la moshav, je ne sais plus le terme exact, c'est pratiquement comme un kibbutz, à part que les gens sont propriétaires des terrains. Donc, si vous voulez, les moshavs, beaucoup de moshavs sont dans les territoires occupés, entre guillemets. Il y en avait également à Gaza aussi. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant se mettre au cœur de l'actualité. Donc, je suis parti carrément dans un moshav en plein territoire occupé, à côté de Jéricho, vous voyez. Donc, c'était à l'époque de la première intifada. Donc, je suis arrivé dans cette moshav et dès le début, j'ai été quand même interloqué, quoi. C'était une espèce de place forte avec des tanks qui étaient enterrés, recouverts de sable et tout. Le matin, les fermiers allaient chercher les Palestiniens qui n'avaient pas le droit de rentrer dans la moshav. Les fermiers portaient un pistolet autour d'eux, donc voilà, dès le début quand même, moi j'étais pas du tout préparé à ça, donc une ambiance assez tendue, voilà, et puis donc je coupais le raisin le matin, on coupait le raisin le matin de 6h à 10h, ensuite on avait 1 heure de pause et on passait 3-4 heures à trier et mettre le raisin dans des caisses en plastique pour l'export et tout là. Et là, je me retrouve avec des employeurs vraiment pas faciles, quoi. C'est pas facile, c'est le terme à employer, sans arrêt, à me gueuler, à me crier dessus. Enfin voilà, quoi. Moi, en plus, le salaire c'était $450 par mois. Oui, vous imaginez ? pas terrible. Non, pas terrible. Donc je me dis, tiens, c'est quand même un peu... je me fais même carrément virer de mon premier employeur parce que selon lui, je convenais pas, quoi. Et puis, je commence à connaître les Palestiniens, puisque je travaillais avec eux dans les champs et tout. Et puis, au bout d'une semaine, mon opinion a commencé à, si vous voulez, à changer, quoi. Parce que, si vous voyez, ces Palestiniens... qui avait le cœur sur la main, qui dès qu'on avait la pause pour manger, m'offrait à manger, partageait avec moi et tout. Et surtout, moi où j'ai été choqué énormément, c'est la manière dont ils étaient traités, quoi. C'était les patrons israéliens passaient leur temps à leur gueuler dessus, aucune considération, un mépris total. Donc c'est vrai que j'ai été quand même choqué. Oui. Et en plus, à l'époque, Arafat était à Tunis et il y avait un jour de grève par semaine où tous les Palestiniens étaient obligés de s'y soumettre. Il lançait un mot de passe, un truc comme ça, et donc les Palestiniens ne venaient pas au boulot, quoi. Et donc le lendemain, quand ils revenaient, les Israéliens étaient dans une fureur mais totale, quoi. Donc ça reprenait les brimades, moi j'ai vu, enfin voilà, c'était, je pense que honnêtement, je pense que les chiens étaient mieux traités que les Palestiniens, quoi. Donc si vous voulez, j'ai commencé à avoir une espèce de conscience, quoi, à me dire mais quand même, et je me suis quand même intéressé à la cause, au sujet. Ensuite, j'ai continué à travailler. Je suis allé travailler à Eilat, qui est une ville juste à la frontière avec la Jordanie et l'Égypte. Où pareil, c'était dur, hein. On bossait 12, 13, 14 heures par jour. Il faisait même 47 la journée. Parce qu'il faut bien se dire que voilà, en Israël, tous les boulots de merde sont faits par des étrangers ou des Palestiniens. Oui.
voilà, les Israéliens ne font pas ce genre de boulot. Alors, je vais être obligé de vous arrêter parce que l'info arrive. On va marquer une pause et puis Ouais, on se d'accord. retrouve tout de suite. D'accord? À tout de Pas de suite. souci. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Europe 1, 22h, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. Il est 23h passé de 5 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes avec vous, Joël, grand voyageur et connaisseur du Moyen-Orient. Vous avez donc fait l'expérience en Jordanie d'un travail où vous êtes lié donc avec certains Palestiniens. Israël. En Israël, oui, exactement. Oui. Voilà. Vous dénoncez une certaine attitude des Palestiniens, en tout cas des patrons palestiniens. Non, pas les Palestiniens. Patrons israéliens, pardon. Excusez-moi. Voilà. Bon, c'est-à-dire que moi, voilà, après, le fait que je sois resté quand même assez longtemps dans le pays, que j'ai travaillé, même mon patron, après là, j'ai eu de bonnes relations avec eux, j'ai commencé un peu à... Voilà, j'ai compris la mentalité israélienne. Ce sont des gens qui sont assez durs parce que, voilà, il y a un sentiment d'une souffrance collective avec tout ce qui s'est passé, la guerre, tout ça. Ils font pas de cadeaux, ils sont durs, mais une fois qu'on arrive à les connaître, voilà, les choses se sont mieux passées et tout. Donc, moi, au bout de 3 mois, je me suis dit que c'était suffisant. Je suis parti en Égypte, j'ai découvert l'Égypte, j'en suis devenu complètement amoureux. Et j'ai dû rentrer à cause de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, voilà, elle est arrivée. Et si vous voulez, c'était fin octobre 90. Quand j'ai repassé la frontière en Israël, on m'a carrément expulsé. Enfin, c'est-à-dire qu'on pas expulsé on m'a dit mais qu'est-ce que tu viens refaire en Israël ? Puisque tu es en Égypte, il fallait y rester. Et je leur ai dit, mais non, mais parce que je veux racheter un billet d'avion pour rentrer chez moi à Londres et tout. Ils m'ont dit, bon, ben d'accord, par contre, tu as 3 jours de visa. Donc en 3 jours, j'ai dû racheter un billet d'avion et rentrer. Et du coup, j'y suis retourné 4 ans plus tard, en 94, parce que je voulais retourner en Égypte. Et là, le climat avait complètement changé, parce qu'on était juste après la signature des accords d'Oslo. Voilà, la paix avec la Jordanie également. Et là, je retrouve un pays bien changé, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus en paix, en harmonie. Donc pareil, je retrouve pas mal de boulot, des boulots, voilà, je bosse pareil 3-4 mois, ça se passe relativement bien. J'avais même 3 boulots par jour, puisque ils avaient dit aux Palestiniens, ah ben vous avez voulu faire la paix avec nous, mais par contre vous venez plus travailler chez nous. Donc c'est vrai qu'il n'y avait même pas de Palestiniens qui pouvaient travailler en Israël. Donc j'avais 3 boulots par jour, je faisais du déménagement, je faisais la plonge dans un resto yéménite et le soir je faisais du jus d'orange. Donc j'avais de quoi. Donc je suis reparti en Égypte et j'y suis retourné en 95, mon dernier séjour. Et je suis arrivé le 4 novembre 95 à Tel Aviv en venant de Londres. Et je prends ma chambre dans un hostel de Tel Aviv et je me dis que je vais aller repérer où se trouve le consulat égyptien. Et j'arrive dans une grande avenue, je vois plein de gens en train de danser, chanter, des pancartes, ça faisait la fête. Je leur dis « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc spécial ?» Et ils me disent « Oui, il y a un meeting ce soir, là, le meeting de la paix, il y a Rabin, il y a Pérez. » Il y a des pop stars, des rock stars israéliennes, c'est la fête et tout. Bon, je me dis, bah super, je vais y aller, au moins, tiens, vu que je suis là et tout. Et par contre, j'avais remarqué qu'il y avait des affiches placardées dans les rues qui représentaient Rabin avec un kéfier.
Et quelqu'un m'avait traduit, c'était mort aux traîtres, carrément, quoi. De toute façon, la société israélienne est assez violente, entre guillemets, au niveau de la politique. Donc je m'étais dit, ouais, quand même, c'est une démocratie en plus, donc les gens peuvent s'exprimer, les partis d'extrême droite, les gens opposés à la paix. Donc je vais à ce festival de la paix, et puis j'étais très fatigué. Vers minuit, je me dis, bon allez, c'est bon, je vais aller dormir parce que demain je vais prendre mon visa. Je rentre à mon hostel, et même pas une heure après, j'entends des sirènes d'ambulances, de police et tout. Je regarde par la fenêtre, je vois 4 ambulances, des dizaines de voitures de police, des motards et tout. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Et je me réveille vers 4 heures du matin. Il n'y avait qu'un seul gars dans le dortoir. Il me dit, tu as toujours le projet de partir en Égypte aujourd'hui? Je lui dis, oui, oui. Il me dit, ben non, ça m'étonnerait. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, Rabin a été assassiné. Oh là là, ouais. Oh là là. Je lui fais quoi? Je lui dis, je lui dis, non, mais Voilà, je vous entends plus là. Je ne vous entends plus. Ah, on a un problème technique avec notre ami Joël. On va le rétablir et puis on va essayer de retrouver... on va écouter un peu de musique si vous le voulez bien, le temps de récupérer Joël qui a un problème de batterie à mon avis. À tout de suite. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi le monde peut bien tourner à l'envers. Engourdi par le sommeil et prisonnier de mon lit. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Lorsque tu disais tout bas que tu n'aimais que moi. Au dehors m'indiffère. Que le monde saute, ce n'est pas mon affaire. Dans ces draps bleus traîne encore l'odeur de tes cheveux. Ce bleu infiniment bleu que je trouvais dans tes yeux. Je rêve, tu es tout près de moi. C'est la seule façon de rester avec toi. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus quitter mon lit. Pour qu'enfin toutes les nuits durent toute la vie. Étienne Dao et Philippe Catherine en duo, Le Grand Sommeil. Joël, vous êtes là? Oui. Bon. Oui, je suis là, ouais. Bon, très bien. Voilà. Alors, donc, on vous écoute. Il y a eu, oui, il y a eu un est-ce qu'il y a eu ce problème technique?
Est-ce que vous aviez entendu que donc j'avais appris le décès de Rabin? Oui, alors on en était là Oui, et ça a commencé à grésiller à partir de ce voilà. moment-là. Donc en effet, le choc, je me souviendrai toujours. Et en plus, c'était le 4 novembre, c'est l'anniversaire d'un de mes frères. Donc c'est vraiment une date, le 4 novembre 95. Donc je vous mens pas, hein. Je suis descendu dans la rue vers 8-9 heures le matin, dans les rues de Tel Aviv. On entendait même pas il y a une chose qui est très importante, c'est que Rabin, c'était quelqu'un qui avait pris sur lui, qui avait toujours refusé de serrer la main d'Arafat parce qu'il le considérait comme un terroriste et qu'il était hors de question, mais que le jour où les accords de paix ont été signés, on le voit d'ailleurs bien quand on voit la vidéo ou sur la télé, il fait un effort incroyable pour aller serrer la main de quelqu'un qui serait un terroriste parce qu'il avait compris que seule la paix allait pouvoir apporter du changement dans la région et qu'il fallait en passer par là. Parce que Rabin, c'est quand même le général qui a annexé Jérusalem pendant la guerre de 67. Il ne faut pas oublier qu'il était Rabin. Mais il avait eu toute une réflexion par rapport à tout ça et le peuple le suivait. Malheureusement, c'est triste de dire ça aujourd'hui, mais depuis sa mort, tout a dégénéré. S'en est suivi des gouvernements de gauche qui ont quand même tenté de préserver cet espoir de paix, mais Netanyahou, bien sûr, a complètement flingué tout espoir de paix, vu que dans les derniers gouvernements qu'il avait, vous avez des gens situés politiquement à l'extrême droite, qui appellent de leur côté à l'expulsion de tous les Palestiniens des territoires occupés. Vous voyez ? Oui. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, parce que depuis 33 ans, je suis énormément ce conflit, c'est la situation géopolitique de cette partie du monde, vu que j'y étais quand même pendant 8 mois. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que malheureusement, il n'y a absolument aucun espoir de voir deux États indépendants côte à côte. C'est impossible. Surtout avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, mais là, je pense que... Permettez-moi de vous dire que je pense que c'est la seule solution. Et que quoi qu'il arrive, on devra œuvrer pour qu'il arrive ce que vous venez d'émettre, c'est-à-dire deux gouvernements indépendants. Sûrement l'erreur qui a été faite est sûrement retardée complètement par l'assassinat d'Isaac Rabin. C'est de voir cela. Il y a une excellente série sur Netflix qui s'appelle Fauda, qui traite d'une unité d'élite et où vous voyez très bien les enjeux qui se jouent là-bas et la haine qu'il y a entre ces deux peuples. Alors, un ami m'en a parlé. Je ne vais pas ici porter de jugement parce que, vous savez, des gens qui se comportent mal d'un côté comme de l'autre, j'ai été témoin des deux. Et je pense que quand vous évoquez la dureté des patrons israéliens, elle est égale à celle des patrons dans le sud pour les vendanges en France, où le traitement des Marocains n'est sûrement pas mieux. Mais bien évidemment, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il y a de toute façon une haine qui s'est accrue des deux côtés, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, et ensuite l'hyper bombardement qui a détruit tout Gaza. Ces choses-là seront marquées à vie dans les esprits des deux côtés. Mais en plus, est-ce que vous... Non, mais attendez. Est-ce que vous savez, en plus, vous savez ce qui se passe dans les territoires occupés? Ça, on n'en parle pas non plus. Mais la colonisation a bien sûr continué après 93, alors que les résolutions de l'ONU sont claires et nettes. Israël doit quitter toutes ses colonies
Et, et c'est là que je vous dis que 2 États, c'est guère possible, parce que vous savez ce que fait l'État israélien en Cisjordanie, c'est-à-dire qu'il crée des colonies, des implantations, ils encerclent leurs colonies avec des routes particulières où eux seuls ont le droit de les prendre. Donc tous les villages palestiniens se retrouvent, si vous voulez, pris dans des enclaves, et les gens partent. Donc je crois que en 93, ils avaient, il me semble, 93%, enfin je ne sais plus exactement les chiffres clairs et nets, mais 93% peut-être de la Cisjordanie, donc il n'y avait que 7% occupés par les colonies israéliennes, et aujourd'hui c'est 70 ou même moins, vous voyez. Donc comment c'est impossible géographiquement d'instaurer 2 États, c'est pas possible. Donc moi ce que je trouve quand même un peu choquant et déplorant, c'est que, bien sûr, l'attaque du Hamas, je la condamne, je suis absolument contre ça, mais je pense, moi, mon avis, c'est que la majorité des médias sont orientés du côté israélien. On ne parle pas de ce que subissent les Palestiniens depuis 1948, quand même. Comment on vivrait, nous? Vous imaginez, vous, Olivier, vous êtes à Paris ou à Évreux, là, chez vous, et puis vous avez une bande de 40 kilomètres, vous ne pouvez pas en sortir. Votre monnaie, c'est celle du pays qui vous occupait auparavant. Vous n'avez pas d'aéroport. Donc, vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Comment vous vivriez, vous? Je le vivrais très mal, bien évidemment. Ben voilà. Bien évidemment. Voilà. Après, il est bien évident que ce qu'a fait le Hamas n'apportera pas une solution. Mais, ce qu'a fait le Hamas, pardonnez-moi, c'est un acte de barbarie. C'est un acte terroriste et il n'y a aucune justification à tuer 1800 civils. Voilà, c'est 1300. Mais il n'y a aucune justification à leur trouver. Après, j'entends complètement ce que vous dites sur le fait que, bien évidemment, en traitant comme ça un pays comme la Palestine, on ne peut s'attendre qu'à une haine profonde entre les deux peuples. C'est obligé. J'ai envie de vous dire que c'est l'histoire qui a créé aussi ces conditions mais bien sûr. là, et malheureusement, vous comme moi sommes tellement impuissants devant l'écriture de cette histoire. Je pense là ce soir, quand je vous écoute, à tous ces gamins palestiniens, à toutes ces femmes, tous ces vieillards qui n'ont plus de maison, et bien évidemment que on a le cœur lourd en pensant à tous ces gens qui n'ont plus de foyer ce soir. On parle de 2 millions de personnes. Mais je pense aussi à toutes ces familles qui ont été endeuillées lorsque le Hamas a fait ça. Ça fait moins de monde, c'est sûr. Ça fait moins de monde. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je vais vous dire, Joël, moi j'ai des amis juifs dont les enfants se font insulter tous les jours à l'école. Non, je suis absolument. Non, mais moi je vous le dis. Oui. Une fois ramené en France, en Occident, il est insupportable de voir l'antisémitisme qui s'est prononcé ces dernières semaines. C'est insupportable. Je sais. Ouais. Voilà, parce qu'on confond tout ici. On confond tout. On a le droit de manifester, bien évidemment. On a le droit de comme je le fais, de se révolter contre la guerre sous toutes ses formes et la violence, aussi bien celle d'Israël que celle du Hamas. Mais l'antisémitisme qui est né ces dernières semaines et qui est entretenu par certains politiques français est nauséabond et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, moi, en tout cas. Oui, allez-y, concluez, Joël, parce qu'on ne va pas faire en plus toute la journée. On traite beaucoup de ces choses-là. Pour terminer, je voulais juste ajouter ça. Je veux dire, c'est pas pour choquer ou pour. Moi, avant le 7 octobre, j'avais tendance à considérer que le Hamas était un groupe de résistance. Oui, c'était mon opinion. Aujourd'hui, non, bien sûr. Mais vu ce que vivaient les gens dans la bande de Gaza, c'était mon avis et tout. Voilà, je veux pas. C'est peut-être pas. Écoutez, je vais vous dire, Joël, je suis allé dans la bande de Gaza et j'avais été à l'époque très choqué des conditions dans lesquelles vivaient les Palestiniens. Ça m'avait révolté.
Et j'y avais observé en plus des choses qui étaient faites sciemment pour humilier les populations là-bas. Donc, tout ça, vous savez, un jour se paie d'une manière lourde, et c'est ce qui s'est passé là. Et ce qui, malheureusement, va, je le crains fort, continuer à se payer parce qu'il y a trop de haine. Trop de haine. Là, il faut que la guerre s'arrête. Là, il faut que Bien la guerre évidemment s'arrête. qu'il faut que la guerre s'arrête. 15 000 morts, 15 000. Sahel dit avoir tué 5 000 combattants. Ok, mais il y a 10 000 victimes collatérales. Bien sûr. Combien? Et quand Macron a dit, il y a 2-3 jours, Macron a dit une chose qui me paraît sensée, a dit que si Sahel veut détruire le Hamas entièrement, il leur faudra toute l'année 2024. Est-ce qu'on va supporter ça? Est-ce qu'on va voir tous les jours à la télé l'armée israélienne détruire Gaza? Ouais, non, nous, c'est rien. possible. Mais nous, c'est rien. Ce sont malheureusement ces pauvres Palestiniens qui, oui, risquent d'endurer cette guerre. Ouais, malheureusement. Je crains fort que cette guerre ne dure jusqu'à justement que le Hamas soit complètement détruit. Et, vous croyez je le crains. Pour avoir un peu jaugé la tendance d'amis qui sont là-bas des deux côtés, il y a une colère et une haine dans les cœurs là-bas, unanimement, qui m'inquiète beaucoup. Vous savez, moi, ce qui m'a choqué aussi, quelque chose qui m'a choqué énormément, c'est de voir Emmanuel Valls déclarer à plusieurs reprises qu'être antisioniste, c'est être antisémite. Être antisémite. Non, c'est faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir. On peut être totalement. Mais oui, mais il martèle ça à longueur d'interview. Il martèle ça. On n'a pas le droit de critiquer l'état. Si M. Valls prononçait que des paroles sensées, ça se saurait. Voilà, il serait. Il n'y a pas que lui. Et il jouerait un premier rôle actuellement. Donc bon, voilà. Oui. On peut. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Oui, bien évidemment. Et non. On peut très bien se retrouver poursuivi. Je peux très bien me retrouver poursuivi parce que uniquement parce que je vous ai parlé ce soir de vous dire que j'estimais qu'être antisioniste, ce n'est pas être antisémite. Point barre. On a le droit d'être contre la politique d'un gouvernement d'extrême droite qui n'a jamais voulu tenter de faire une paix durable avec les Palestiniens. Point barre. Et qui pourtant, malheureusement ramasse. Qui sème le vent récolte le tempo, disait MC Solar, mais là, qui a semé la colère, récolte le fruit de la colère. Voilà, très bien. Malheureusement. Voilà. Merci, voilà, Joël. En tout cas, je me rappelle que c'était un beau pays. J'y ai passé 8 mois, donc 7 mois de travail. Donc Jérusalem est une ville magnifique. Et prions ce soir pour que tout ça redevienne un beau pays. Redevienne un pays, entre guillemets, normal. Ouais. Voilà. Mais bon. Comme on dit, allez, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Merci, allez, Joël. Bonsoir, Olivier. Bonne nuit. Au revoir. Merci de m'avoir accordé la parole. Je vous remercie bien. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.